Pourquoi la dynastie des Song nous fascine? Découvrez l'histoire et le charme de l'une des dynasties les plus fascinantes de Chine. Bonjour, je m'appelle Olivier Cauchois, passionné par l'histoire chinoise. Dans cette série de podcasts, nous allons braquer le projecteur sur la dynastie des Song, l'une des époques les plus prestigieuses de la longue histoire de Chine. Épisode 6. Les maîtres du confucianisme de la dynastie des Song. Dans le dernier épisode, nous avons évoqué ensemble la renaissance du confucianisme, le système de croyance qui est apparu sous la dynastie des Song, naturellement dans l'évolution sociale, sans intervention de l'État. Dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur les philosophes qui ont rendu le confucianisme si populaire à l'époque. Derrière chaque grand système de croyance, il y a toujours un illustre individu. En accord avec l'exubérance de la dynastie des Song, le renouveau du confucianisme a généré 5 grands maîtres. Il est difficile de distinguer l'un d'entre eux comme étant plus important, car ils ont tous exercé une influence les uns sur les autres et ont eu leur propre point de vue sur le système de croyance. Mais si je dois en choisir un avant tous les autres, c'est Cheng Hao, car c'est bien lui qui est considéré comme l'architecte du confucianisme pendant les Song du Nord. Son influence sur la philosophie de l'époque en a fait logiquement le chef de file des 5 maîtres. Essentiellement avec son frère d'ailleurs, il a organisé le confucianisme pour qu'il ait plus de sens, qu'il soit moins vague et plus conforme au mode de vie des Song. Je vous propose d'en découvrir un peu plus sur notre célèbre philosophe. Tout d'abord, le père et le grand-père de Cheng Hao sont tous deux magistrats dans l'arrondissement de Huangpi, au nord de Wuhan. Cheng Hao a un frère cadet, Cheng He. Ils avaient tous les deux des tempéraments très différents, presque opposés. Hao a un tempérament affable et facile à vivre. C'est un homme extraverti, décontracté et plutôt bon vivant, contrairement à son frère, He, qui est sévère et formel. 2 opposés qui se complètent. Notez-le, c'est important pour la compréhension de la suite. Cheng Hao réussit ses examens impériaux et devient un érudit, travaillant comme fonctionnaire dans le Jiangxi, à Nanjing exactement, et à Zhuozhou, occupant divers postes importants. Dans sa jeunesse, il s'intéresse à la fois au bouddhisme et au taoïsme, et comme mentionné dans notre dernier épisode, cela explique peut-être comment ces 2 religions ont été cruciales pour la renaissance du confucianisme sous la dynastie des Song. Quoi qu'il en soit, la pensée fondamentale de Cheng Hao est que pour devenir un sage, il faut étudier. Et c'est ce qu'il a fait, avec un groupe sélectionné de penseurs qui sont devenus ensuite les 5 maîtres. L'histoire prend forme. Au départ, c'est en quelque sorte un club de philosophes. Chacun a ses propres vues sur la façon dont la croyance doit aller de l'avant. Alors, quelle est la grande idée de Cheng Hao? Cheng Hao a développé un concept appelé Tianli, ou le principe céleste. Ce concept reprend les enseignements ancestraux, notamment les anciens concepts naturalistes du yin et yang, les fameux 5 éléments, que sont eau, feu, bois, métal et terre, ou le qi, le flux d'énergie naturelle pour les organiser en un système philosophique remodelé. Pour cela, il a pris des libertés avec les enseignements taoïstes et bouddhistes classiques, car il y ajoute sa profonde conviction. Car ce qui manque au système de croyance pour les Song, c'est une force toute puissante, une raison universelle indiscutable. Il a estimé que cette force formidable de base est un tout et agit sur tout. Il était inutile d'essayer d'en faire une chose spécifique. Cela peut tout simplement pas être fait. Par contre, Cheng Hao sait également que cette raison universelle ne peut pas être synthétisée en un Dieu tout simple. D'où son idée centrale de principe céleste. L'univers, au sens de la totalité de toute existence, et Dieu sont identiques. C'est très proche de ce que nous appelons en Europe le panthéisme.
Et pour continuer sur un parallèle occidental, cette approche philosophique peut être synthétisée grossièrement dans la chanson de la Canadienne Joni Mitchell. Voici ce qu'elle chante. Nous sommes des poussières d'étoiles, avec tout ce que nous voyons, touchons, sentons, entendons et goûtons. Tout est fait du même matériel, celui d'une force magique, créant un univers merveilleux. Ce qui motive à dire que l'innovation des songs en termes de réflexion philosophique est en avance sur son temps. Donc, en synthèse, Cheng Hao a rangé les dieux et les êtres suprêmes sur les étagères du passé pour les remplacer par son principe céleste, la raison universelle, principe transcendant d'où provient toute chose, et a ensuite porté son attention à réfléchir à la meilleure façon de vivre la vie sur cette planète. Cheng Hao a établi pour cela quelques règles fondamentales. Premièrement, il était important de discerner puis d'apprécier l'émerveillement tout autour de nous. Se dire « wow » à chaque fois que vous regardez quelque chose. Plus sérieusement, de faire preuve de gratitude sur ce qui procure les mouvements naturels. Deuxièmement, il est important de repousser les limites de l'expérience, ce qu'il appelle l'investigation des choses, pour élargir sa connaissance du monde. Alors sur ce point, il s'est mis en désaccord avec son frère, Cheng He. Cheng Hao pratique effectivement la méditation pour en savoir plus sur les choses d'une manière calme et introspective, alors que son frère était plus intéressé par l'apprentissage des concepts. Ce qui est important pour notre étude de la dynastie des Song, c'est que Cheng Hao a mis l'humanité et l'univers sur un pied d'égalité. Pour lui, il n'y a rien d'autre à accomplir que l'amélioration de soi par sa compréhension. L'esprit et la matière, les concepts et les choses, les possibilités et les réalités ne font qu'un et sont pareils. Inversement, si vous ignorez ou niez ce principe de base, tout s'effondre, la vie devient inutile. Alors nous pouvons le voir de cette façon. Pour résumer, il s'agit d'aborder les déroulements de la vie comme un tout, sans chercher toujours à comprendre tous les détails de l'action elle-même. Il en est ainsi de l'humanité et de l'univers. Par exemple, concrètement, père et fils sont inséparables de leur relation ou de leur affection l'un pour l'autre. Un roi et son ministre ne peuvent interagir correctement sans leur respect mutuel. Et ainsi de suite entre mari et femme, frère ou sœur, plus âgés ou plus jeunes, entre amis également. L'inaction, l'action, le changement, c'est un tout. C'est la force fondamentale. D'ailleurs, c'est très similaire à l'approche du philosophe français Descartes. Je pense, donc je suis. Mais 500 ans avant et en ajoutant l'inverse pour faire bonne mesure. Je suis, donc je pense. Avant la dynastie des Song, le confucianisme original avait environ 1500 ans. La première renaissance sous le philosophe Mencius eut lieu environ 1300 ans avant la période Song. Et tout au long du processus, 5 vertus fondamentales sont restées cruciales pour la croyance confucéenne. Et elles ont perduré dans le néo-confucianisme de l'époque Song. Jeun, la bienveillance, ou plus globalement l'amour. Li Ye, la bienséance, le respect des rituels. Yi, la loyauté. Che, la sagesse. Et enfin Si, l'honnêteté, la disposition morale à faire le bien. Cheng Hao élève donc la bienfaisance, c'est-à-dire l'amour, Jeun, au niveau d'une vertu universelle. C'est un principe de vie fondamental que l'homme renferme dans son cœur et qui se manifeste donc par le jeûne. C'est lui aussi également qui caractérise l'action génératrice du ciel et de la terre, action à laquelle l'homme participe. Cet idéalisme fondé sur les bons sentiments innés de chaque être, cette primauté donnée au cœur plutôt qu'à la raison, ne veut pas dire que le mal n'existe pas. En fait, Cheng Hao pense que le bien et le mal sont essentiels et naturels, qu'ils ne peuvent exister l'un sans l'autre. Comme l'eau, a-t-il dit, et je le cite, « Elle peut parfois être aussi claire qu'une source de montagne et aussi boueuse que l'eau d'un fossé. » En d'autres termes, vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Pour qu'une chose existe, il faut que son opposé existe. Bien sûr, le bien et le mal sont en lutte perpétuelle. Ici, peut-être que notre philosophe avait un œil sur la situation politique contemporaine. La dynastie des Song a également toujours eu des ennemis encerclant son territoire. Tout comme il est bon de trouver de l'eau claire à boire et des aliments sains à manger,
Chen Hao pense qu'il est bon de développer des pensées saines et de rechercher l'illumination par la méditation. Pour lui, lorsque la force vitale interne est cultivée au maximum, elle devient claire, brillante, pure, complète. Pour Chen Hao, si vous êtes obsédé par les désirs privés, votre force vitale devient immédiatement toute flétrie et malade. Ok, mais alors comment faire le plein de force vitale en suivant les bons principes de vie de Chen Hao ? Sa pensée à ce sujet tient en quelques mots. Prenez plaisir à être vertueux, en menant des actions morales cohérentes, en vivant dans le respect, en ayant l'esprit ouvert, en se concentrant sur la façon dont les choses arrivent et ne pas être égoïste. Alors au début de cet épisode, je vous ai précisé qu'il y a 5 maîtres du confucianisme dans la dynastie des Song. Et qui sont les autres ? Il ne serait vraiment pas juste de se limiter à simplement les mentionner. Alors allons-y. Et commençons par le philosophe Chon Chuan-Hee, qui est reconnu comme le premier à avoir mis le confucianisme sur une nouvelle voie. Pour faire simple et imagé, il rassemble les informations mais ne va pas vraiment les ranger. Ensuite, il y a Shao Yang. Lui était un ermite, se surnommant Monsieur Bonheur. Il est d'ailleurs un ami de longue date de Chen Hao, mais il est concentré sur le symbolisme des nombres et n'est jamais vraiment devenu populaire à l'époque. Par contre, il s'intéressait aussi au Taiji et au Qigong, la méditation par le mouvement. Il est devenu à la mode beaucoup plus tard. Les deux, Taiji et Qigong, sont d'ailleurs toujours populaires en Chine aujourd'hui. Ensuite vient Zhang Zei, qui a enseigné qu'il est important de nourrir le cœur et l'esprit. Zhang est l'oncle de Chen Hao. Bien qu'il soit beaucoup plus âgé que son neveu, Zhang fut l'élève de celui-ci, concédant que Chen Hao était en fait un meilleur philosophe. Enfin, terminons par Chang He, le frère de Hao. Les deux frères Cheng sont des penseurs très importants du néo-confucianisme. Ils sont fondateurs de l'école de la raison, une pensée qui sera adoptée par les empereurs de Chine pour gérer la société et qui va marquer la culture chinoise des siècles durant. Je vais conclure ce chapitre avec une anecdote très connue dans l'histoire de la philosophie chinoise. Cheng Men Li Shua, littéralement debout dans la neige devant la maison de Cheng. C'est une peinture du peintre Qiu Ying, peintre renommé des Ming au XVIe siècle. Celui-ci a reproduit la scène dans un de ses tableaux. Voici la scène. Yang Shehe, un savant à l'époque des Song, va rendre visite à son maître, le grand philosophe Cheng He, mais le trouve endormi. Pour ne pas le déranger dans son sommeil, Yang Shehe attend patiemment que son maître se réveille, mais sur le pas de la porte, dans le froid et sous la neige qui tombe abondamment. « 30 cm de neige sont tombés pendant qu'il attendait dehors. » Comme quoi, Yang Shehe vouait beaucoup de respect au grand philosophe. Remerciement spécial à la maison Sanya Chongdu pour son aide dans la rédaction du texte. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.